La séance 2 s'intitule la consultation prénatale récentrée. Comme objectif général, le participant doit être capable de réaliser une consultation prénatale récentrée. Pour atteindre cet objectif, nous allons définir le concept de soins prénatal récentrés focalisés, de décrire les 4 principales composantes des soins prénatales récentrés, de décrire la fréquence et la programmation adéquate des consultations prénatales, d'énoncer les principes essentiels d'un plan de préparation à l'accouchement et aux complications. Comme plan pour faire cette science, en 1, nous allons voir la définition, en 2, les principes, en 3, les composantes de la consultation prénatale récentrée, en 4, la fréquence et la programmation adéquate des consultations prénatales, en 5, l'objectif de chaque consultation prénatale, en 6, les examens à demander pendant les consultations prénatales, et en 7, nous allons voir la consultation prénatale récentrée de manière pratique. Alors, en définition, la consultation prénatale récentrée est une approche qui insiste, 1, sur des actions basées sur l'évidence et orientées vers un objectif, sur des soins individualisés axés sur chaque femme, axés également sur la qualité des visites par opposition à leur nombre. Et le dernier élément, c'est des soins donnés par les prestataires compétents. En somme, il s'agit d'actions ciblées et non routinières. La consultation prénatale récentrée a 5 principes. Le premier principe, c'est l'évaluation focalisée à chaque visite prénatale. Le deuxième principe, c'est des soins individualisés. Le troisième principe, c'est un bon conseil et un soutien à la gestante. Le quatrième principe, c'est des soins centrés sur la femme. Et le cinquième principe, c'est des soins assurés par un prestataire compétent. En ce qui concerne le premier principe, l'évaluation focalisée à chaque visite prénatale, au cours de ces consultations, le prestataire doit pouvoir dépister et traiter les maladies préexistantes et les complications. En ce qui concerne le deuxième principe, qui est les soins individualisés, ce principe prend en compte la prévention des complications et des maladies, la préparation à l'accouchement et aux complications, et la promotion de la santé. Le troisième principe, qui concerne un bon counseling et un soutien à la gestante, cela permet à la femme de prendre une part active aux soins, de suivre les conseils prodigués, de faire confiance aux prestataires de soins, de prendre les décisions adéquates afin de mener une vie saine pour préserver sa santé. Pour le quatrième principe, les soins centrés sur la femme, cela met l'accent sur la priorité donnée à la femme, à sa survie, à la survie de la mère et du nouveau-né. Cela met également l'accent sur le respect des droits, de la culture, des croyances et du genre. Et le troisième élément, c'est les messages et conseils de santé appropriés, faisables en fonction du contexte. Cela met également l'accent sur l'accessibilité des services pour les femmes. Et le dernier élément, c'est l'utilisation d'une bonne communication interpersonnelle. En ce qui concerne le cinquième principe, ce sont des soins assurés par un prestataire compétent. Et le prestataire peut être un infirmier, une sage-femme ou un médecin.
Nous avons les composantes de la consultation prénatale récentrée. Et la CPN, la consultation prénatale récentrée, a 4 composantes. La première composante, c'est le dépistage et la prise en charge des maladies préexistantes et des complications. La deuxième composante est la prévention des maladies, des complications et des maladies. La troisième composante, c'est la préparation à l'accouchement et aux complications éventuelles. Et la quatrième composante, c'est la promotion de la santé. En ce qui concerne la première composante, le dépistage et la prise en charge des maladies préexistantes et des maladies et des complications, le prestataire doit rechercher un paludisme. La patiente peut présenter une fièvre, une anémie, et après un examen, une goutte épaisse lymphotique ou un test rapide peut être demandé. Le prestataire également doit rechercher une infection urinaire. La patiente peut présenter une dysurine pour l'acurie, une fièvre, des douleurs pelviennes et lombaires. Un examen cytobactériologique des urines peut être demandé. On est aussi amené à chercher une prééclampsie. Cela peut être révélé par une hypertension artérielle, un œdème des membres inférieurs, un réflexe tendineux et une protéinurie. L'agent de santé aussi doit rechercher une anémie. Il peut être manifesté par une pâleur conjonctivale de la paume, de la langue. Et à la fin de l'examen, on peut demander une libération de formule sanguine qui va nous donner le taux d'hémoglobine et l'hématocrit. Les autres maladies qui peuvent être recherchées, c'est au niveau des seins. La patiente peut présenter des douleurs mammaires, des nodules mammaires, un écoulement mammaire anormal. Aussi, il faut rechercher un retard de croissance, une mort fœtale, en demandant les mouvements actifs fœtaux à la mère. Et nous allons mesurer également la hauteur utérine et rechercher les battements du cœur du fœtus. L'agent de santé doit rechercher également une infection sexuellement transmissible qui peut se présenter par des leucorrhées, des condylomes vulvaires. Et là, il faut pratiquer un examen complet. L'agent de santé aussi doit rechercher également un cancer du col. Et ici, pour le dépister, l'examen qu'il faut faire, c'est l'inspection visuelle du col à l'aide de l'acétide acétique. On peut aussi être amené à faire un frottis. La deuxième composante, c'est la prévention des complications et des maladies. Et certaines mesures peuvent être prises. La première mesure, c'est la vaccination anti-tétanique. La deuxième mesure, c'est la supplémentation en fer et en folate. La troisième mesure, c'est la prévention du paludisme. Ensuite, c'est un déparasitase systématique. La dernière mesure, c'est la prévention des troubles dus à la carence en iode par la consommation de sel iodé. En ce qui concerne la troisième composante, qui concerne la préparation à l'accouchement et aux complications éventuelles, qui comprend l'identification d'un prestataire qualifié, du lieu d'accouchement, du moyen de transport, des moyens financiers, d'un système de prise de décision en cas d'urgence, l'identification d'un donneur du sang, et la reconnaissance et la réaction appropriée aux signes de danger, et l'identification d'un soutien familial pendant le séjour en maternité, et en ce qui concerne les articles nécessaires que la femme doit préparer le jour de l'accouchement. En ce qui concerne l'identification d'un prestataire qualifié pour l'accouchement, c'est une personne qui a reçu une formation pour dépister, prendre en charge ou référer une complication pendant la grossesse, l'accouchement et les suites de couche. Il peut être un médecin, une sage-femme ou un infirmier. En ce qui concerne l'identification du lieu de l'accouchement, là il peut s'agir d'un CHU ou CHR, d'un hôpital de district, d'un centre de santé, d'une maternité, d'une clinique privée. En somme, la gestante doit se familiariser avec le lieu choisi pour l'accouchement. En ce qui concerne l'identification du moyen de transport, il peut s'agir d'un véhicule personnel, d'un système communautaire de transport, d'une ambulance ou d'un taxi.
En ce qui concerne l'identification des moyens financiers, il peut s'agir de l'épargne personnelle de la gestance, d'une assurance maladie, d'une mutuelle de santé, d'un système de partage de coûts dans une région ou un district sanitaire, parce que dans certains endroits, il existe une organisation qui est mise en place pour diminuer les coûts des soins. Et puis, il s'agit également d'une solidarité familiale. En ce qui concerne l'identification du système de prise de décision en cas d'urgence, le prestataire qualifié doit discuter avec la femme enceinte, son partenaire et sa famille sur les mécanismes de prise de décision en ce qui concerne le recours aux soins, notamment en cas d'urgence, et de pouvoir déléguer ce pouvoir à une autre personne en cas d'absence de ce dernier. En ce qui concerne l'identification du donneur de sang, lorsqu'il y a souvent des urgences, il est souvent difficile d'avoir du sang à disposition. De ce fait, il est important d'identifier dans la famille ou la communauté un membre isogroupe qui est disposé à donner son sang. En ce qui concerne la reconnaissance des signes de danger, la gestante doit pouvoir recourir à un centre de santé si elle remarque un saignement vaginal en début et en fin de grossesse, une fièvre avec une température supérieure à 38 degrés Celsius, des difficultés respiratoires, des céphalées intenses, des troubles visuels, des convulsions et ou perte de connaissance, des douleurs abdominales intenses en début et en fin de grossesse, une diminution des mouvements actifs du fœtus, un écoulement vaginal non sanglant. En ce qui concerne l'identification du soutien familial pendant le séjour en maternité, la femme doit identifier une personne de soutien pour l'assister pendant son séjour à la maternité. Également une personne qui va s'occuper de sa famille pendant son absence. Pour ce qui concerne les articles nécessaires le jour de l'accouchement, lorsque la femme prépare sa valise, elle doit prévoir des pagnes propres, un linge pour bébé, des articles de toilette, un petit kit d'accouchement, des garnitures propres et de l'eau de javel pour la désinfection de la lingerie. En ce qui concerne la quatrième composante de la consultation prénatale et recentrée, la promotion de la santé, cela peut se faire dans un centre de santé par des causeries de groupe, par un conseil individuel ou en communauté à l'aide de l'agent de santé communautaire, par des séances de causerie, des débats, des conférences, théâtre ou des émissions radio ou télévision. Et les thèmes qui peuvent être abordés sont les suivants: la prévention du paludisme, l'alimentation de la femme enceinte et du nouveau-né, la prise en charge des gènes communs tels que la drépanocytose, l'utilisation des produits potentiellement nocifs comme certains médicaments traditionnels ou modernes utilisés de manière abusive, l'hygiène générale, le repos et l'activité physique, les relations sexuelles à moins de risque, l'alimentation précoce et exclusive, la planification familiale et l'espacement des naissances, la prévention du tétanos et de l'anémie, les conseils et dépistage volontaire dans le cadre pour le VIH, la prévention d'autres maladies endémiques et des carences, le lavage des mains et l'eau potable, etc. Nous avons en 4, la fréquence et la programmation adéquate des consultations prénatales. Le nombre minimal de consultations prénatales recommandées est de 4. La première visite a lieu avant la fin du 3e mois, la deuxième visite au plus tard le 6e mois, la troisième visite entre le 7e et le 8e mois, la quatrième visite, c'est-à-dire la dernière, a lieu au 9e mois. Dans la continuité de la fréquence et la
programmation adéquate des consultations prénatales, l'OMS préconise 8 consultations prénatales, dans la première au premier trimestre, qui a lieu jusqu'au 12e, à la 12e semaine, 2 consultations au deuxième trimestre, à 20 semaines et 26 semaines, 5 consultations au 3e trimestre, à 34e, 36e, 38e et 40e semaine. Et après la dernière consultation prénatale, lorsque le pronostic d'accouchement par voie basse est favorable, la gestante doit devoir revenir revoir son agent de santé pour faire le point de sa grossesse si à 41 semaines l'enfant n'est pas né. Nous allons voir en 5 les objectifs de chaque consultation prénatale. La première visite prénatale qui a lieu avant la fin du 3e mois. Le premier objectif, c'est de diagnostiquer la grossesse, de dépister les facteurs de risque. Le deuxième objectif, c'est d'établir la déclaration de grossesse, de faire la vaccination si nécessaire. Le troisième objectif, c'est de prévenir le paludisme, faire la supplémentation en acide folique. Et le dernier objectif, c'est de faire le conseil de dépistage volontaire du VIH et de demander le bilan prénatal. Les objectifs de la deuxième visite prénatale qui a lieu au plus tard au 6e mois. Le premier, c'est de suivre l'évolution de la grossesse. Le deuxième, c'est de rechercher les facteurs de risque de prématurité. Le troisième exercice, c'est de traiter les maladies courantes associées. L'autre objectif, c'est de faire la prophylaxie anti-anémique, l'acide folique ou le folate. L'autre objectif, c'est de donner la première dose du traitement préventif intermittent. Et ici en Côte d'Ivoire, le début a lieu à la 16e semaine. L'autre objectif, c'est de faire la vaccination si nécessaire. Et le dernier objectif, c'est de sensibiliser la gestante à l'environnement de l'accouchement. L'objectif de la 3e consultation prénatale qui a lieu entre le 7e et le 8e mois, c'est d'apprécier l'évolution de la grossesse à la recherche des signes de prématurité. C'est de sensibiliser la gestante à l'environnement de l'accouchement. C'est de faire la vaccination si nécessaire et de donner la deuxième dose d'anti-palustre. Les objectifs de la 4e visite, c'est la dernière visite prénatale qui a lieu au 9e mois, c'est de faire le pronostic de l'accouchement, de référer la cliente en cas de besoin et de faire la vaccination si nécessaire. En 6, nous allons voir les examens demandés lors des consultations prénatales et les examens de laboratoire nécessaires par ordre de priorité. Il s'agit du groupe sanguin, du taux d'hémoglobine et de hématocrite, et l'albumine et sucre dans les urines à la recherche d'infection urinaire, et cela se fait à toutes les consultations prénatales, de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine, de faire la sérologie de la toxoplasmose si le résultat est négatif. Il s'agira à chaque consultation de faire une surveillance, et cela se fait par mois. De faire la sérologie de la rubéole, et cela se fait au premier trimestre de la grossesse. De faire la sérologie de la syphilis TPHA, VDRR, de rechercher les nitrites dans les urines. Si cela est positif, faire un examen cytobactériologique des urines, de faire la sérologie VIH, dont la déclaration est obligatoire au conjoint si c'est positif, de faire également la glycémie à jeun, de faire la sérologie de l'hépatite. Ensuite, nous allons voir les examens à demander pendant les consultations prénatales. Les examens de laboratoire nécessaires par ordre de priorité sont le groupe sanguin, le taux d'hémoglobine et hématocrite, l'albumine sucre dans les urines, et cela se fait pendant toutes les consultations prénatales. On va également faire l'électrophorèse de l'hémoglobine, la sérologie toxoplasmose. Si c'est négatif, il faut une surveillance tous les mois. Faire également la sérologie rubéole
et cela se fait au premier trimestre. Faire la sérologie de la syphilis TPH-ABDRR, rechercher les nitrites dans les urines pour une infection urinaire. Si c'est positif, faire un examen cytobactériologique des urines. Faire également la sérologie VIH, dont la déclaration est obligatoire au conjoint si c'est positif. Faire la glycémie et enfin la sérologie de l'hépatite. L'autre examen à faire, c'est l'échographie. Les trois échographies sont nécessaires mais pas obligatoires. La première échographie doit avoir lieu au premier trimestre et l'objectif ici c'est de faire le diagnostic de la grossesse. La deuxième échographie va se faire au deuxième trimestre et l'objectif ici c'est de faire la morphologie fœtale. La troisième échographie il doit se faire au troisième trimestre. L'objectif est de faire le pronostic de l'accouchement. En 7, nous allons voir la CPN recentrée de manière pratique. Et la première des choses, c'est la préparation. Et le premier élément, c'est de préparer le matériel. Et ici, c'est la balance, l'appareil à tension, mètre ruban, le stéthoscope, la Lutix pour l'examen d'urine, la toise ou le repère mural, les gants, le spéculum et la lampe. Deuxième élément, c'est la préparation des supports. Il s'agit du carnet de consultation mère-enfant, des registres de consultation et des fiches de suivi. En ce qui concerne la procédure de la consultation prénatale, le premier élément, c'est l'accueil. Et l'agent de santé doit en réalité saluer la gestante et se présenter soi-même, demander le motif de consultation et mettre la gestante en confiance. Le deuxième élément de la procédure, il s'agit de mener un interrogatoire et dans ce cadre-là, l'agent de santé doit utiliser le carnet comme guide, demander l'identité de la gestante, demander et noter la date des dernières règles. Cela permet de déterminer l'âge gestationnel, de rechercher les signes fonctionnels, d'identifier les facteurs de risque par la recherche des antécédents médicaux, chirurgicaux, gynécologiques et obstétricaux. La suite de la procédure, c'est l'examen général. Dans ce cas-là, il s'agit de noter la taille, de mentionner le poids et déduire la prise de poids, de rechercher l'albumine et les sucres dans les urines, de prendre la tension artérielle, d'inspecter et palper les membres inférieurs. L'autre partie de la procédure, c'est de faire l'examen obstétrical et cela nous permet d'aider. Le premier élément, c'est d'abord d'aider la gestante à s'installer sur la table d'examen. L'agent de santé, avant de commencer l'examen, doit se laver les mains, prendre la hauteur utérine et le périmètre ombilical, mesurer le bruit du cœur de l'enfant, faire l'examen au spéculum, procéder à la décontamination du matériel avant de faire le toucher vaginal. Pour la suite de la procédure, c'est la prise de décision. Et cela consiste à évaluer les facteurs de risque, de vacciner, de prescrire le traitement préventif intermittent, le sulfadoxine pyrimétamine, de prescrire le fer et l'acide folique, de demander un bilan prénatal hiérarchisé, de donner un rendez-vous pour une grossesse normale, de référer au médecin en cas de grossesse à risque. L'autre élément de la procédure, c'est de faire un bon counseling. Cela consiste à expliquer le déroulement de la grossesse et la nécessité du suivi à la gestante, de poursuivre la préparation à l'accouchement et aux complications éventuelles, de donner les informations sur les signes d'alerte, de donner les conseils nutritionnels en insistant sur l'allaitement maternel exclusif, de sensibiliser la gestante sur le dépistage volontaire et la transmission mère-enfant du VIH, de faire la promotion de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides.
de demander à la femme enceinte de répéter les instructions à la fin de la consultation. Et enfin, l'autre élément, c'est de pouvoir noter tous les éléments dans le carnet et le registre, et l'agent de santé doit pouvoir notifier, doit pouvoir mettre sa signature et son contact à la fin de l'examen. Je vous remercie.